Chers amis, cette journée ayant été placée sous le thème de la vérité vous rendra libre, je tenais absolument à commencer mon intervention en ayant une pensée solidaire à l'égard d'Hervé Ryssen. Je tiens à souligner qu'effectivement, dans son cas, comme l'ont souligné mes prédécesseurs, le paradoxe est que le fait de dire la vérité ne l'a pas nécessairement rendu libre au sens strict de ce que nous entendons couramment par là, mais l'a envoyé en cellule. Néanmoins, je pense qu'effectivement, elle l'a rendu libre en ce sens que elle l'a notamment amené par ces mesures répressives à trouver la foi, comme il l'a témoigné dans sa première lettre de prison qu'il a rendue publique, dans laquelle il souligne qu'à 53 ans, dans sa cellule, il vient de découvrir la force de la prière. Vraiment, je tiens à montrer publiquement ma solidarité à son égard parce que aujourd'hui, c'est extrêmement significatif qu'un écrivain soit envoyé en prison, non pas parce qu'il a commis une agression, un crime, un viol, un vol, une escroquerie, mais parce qu'il a écrit et parlé. Et encore, on peut souligner que ce ne sont pas ses livres qu'il envoie en prison, ce sont simplement quelques déclarations sur les réseaux sociaux. Vous voyez, aujourd'hui, dans cette république dans laquelle nous vivons, on envoie en prison pour des mots. On est condamné à la cellule pour de longs mois pour avoir ouvert la bouche ou écrit. Et pendant ce temps-là, ceux qui sont d'authentiques criminels, eux, échappent à la prison. Cette condamnation d'Hervé Ryssen, son envoi en prison, se fait paradoxalement dans la même période où on libère, au nom de l'épidémie de coronavirus, des centaines de détenus condamnés dans des dossiers de terrorisme islamiste. Et on libère des milliers de détenus condamnés dans des domaines de criminalité. La République choisit de dire que pour éviter la propagation du Covid en prison, il faut libérer jusqu'aux auteurs de complots terroristes, mais que par contre, il est tout à fait naturel d'envoyer dans ces mêmes prisons un homme qui a simplement écrit sur les réseaux sociaux quelques mots qui contreviennent à la pensée dominante. Quel paradoxe! Je reviendrai, vous voyez, je suis entouré de symboles. Il y a sous cette étiquette, sur ce bureau, l'inscription Libéré Hervé Ryssen. Il y a ce buste de Saint-Louis, cette statue de Sainte Jeanne d'Arc, ce drapeau du Sacré-Cœur, cette banderole de Christus Rex. Je reviendrai sur tous ces symboles ultérieurement parce que je pense que tous illustrent cette idée de la vérité vous rendra libre. Mais je veux continuer d'abord sur ma lancée. Cette journée était intitulée « La vérité vous rendra libre » et elle était illustrée de 3 thématiques : Covid, immigration, religion. Or donc, si l'on observe la question, par exemple, de l'immigration et celle du Covid, on voit qu'elles sont étrangement liées d'une certaine façon. En tout cas, dans la démonstration qu'elles font des paradoxes. Si vous observez, nous avons des forces de l'ordre, innombrables, multiples, gendarmes, policiers, CRS, qui sont capables de démontrer leur force
leur déploiement lorsqu'il s'agit de poursuivre le petit peuple. En ces temps-ci de coronavirus, en ces temps-ci de mesures d'exception prises au nom d'une prétendue lutte contre le Covid, on ne cesse d'en voir les exemples. Le petit peuple, le pays réel, lui, il est tourmenté jour après jour. On est capable en France, les préfets, le gouvernement, les commissariats, les casernes de gendarmerie, sont capables de déployer des hommes en nombre, des moyens, pour aller contrôler le petit Français qui n'a pas mis son masque et qui mérite une amende. Le Français qui avait l'intention d'organiser une fête de mariage et qui doit l'annuler et qui, s'il ne le fait pas, sera hautement condamné à une lourde amende. Oui, pour cela, la police, la gendarmerie, les CRS ont des moyens innombrables. On l'a vu à cette période de confinement, lorsque l'on envoyait jusque dans les églises les forces de l'ordre venir mettre fin à des messes, réprimander les fidèles qui assistaient à la messe, même lorsqu'ils étaient dans des nombres tellement réduits qu'ils étaient en conformité avec la loi, les forces de l'ordre prenaient encore la peine de mesurer les distances entre les uns et les autres pour trouver la justification nécessaire à les verbaliser. Là, les forces de l'ordre savent se montrer dures. Dures avec les petits, dures avec le pays réel, dures avec les Français de souche, dures avec les honnêtes citoyens. Mais par contre, systématiquement, elles se montrent faibles lorsqu'il s'agit de tourmenter les véritables délinquants, les criminels, les racailles, les bandes organisées. Nous l'avons vu encore tout récemment, lorsque on nous apprend dans les médias qu'un commissariat fait carrément l'objet d'une attaque au tir de mortier de feu d'artifice. Vous avez tous entendu cette histoire à Champigny-sur-Marne. Un commissariat s'est trouvé assiégé par des hordes de barbares qui ont organisé un tir au mortier de feu d'artifice sur ce commissariat sans que celui-ci n'obtienne des renforts pour non seulement appréhender les criminels, mais tout simplement dégager de là les assiégés. Non, pour cela, il n'y a pas de mobilisation de moyens, d'hommes, d'effectifs. Qui plus est, on apprend à cette occasion, par des agents et même un officier qui témoignent anonymement dans les médias, que cette situation à Champigny-sur-Marne n'est pas exceptionnelle, que 3 ou 4 fois par an, le commissariat est assiégé au tir de mortier. Vous voyez cette magnifique situation, n'est-ce pas, où la police, la gendarmerie, les CRS, là, se trouvent tout simplement d'un seul coup en manque d'effectifs, de moyens, de véhicules. N'est-ce pas étrange? N'est-ce pas révélateur d'un mensonge d'État? Si nous en sommes obligés aujourd'hui à parler de la vérité qui vous rend libre, c'est parce que nous devons bien constater que nous vivons dans le royaume du mensonge, dans la république du mensonge, devrais-je dire. Nous vivons dans cet état de mensonge permanent. Combien de fois dois-je entendre de la part de membres des forces de l'ordre qu'ils ne sont pas en mesure de faire face aux barbares, à la délinquance, aux bandes, aux émeutes. Mais pourtant, m'est-il nécessaire de vous rappeler, à vous, dont une partie d'entre vous ont participé aux manifestations des Gilets jaunes, que là,
face à ce petit pays réel qui se dressait, d'un seul coup, non seulement des effectifs en nombre ont pu être déployés des jours, des semaines, des mois durant, mais que qui plus est, on a même sorti du fond des casernes des véhicules blindés pour faire face à ce petit peuple. Des véhicules de gendarmerie blindés ont été déployés à travers différentes grandes villes pour faire face à des gilets jaunes qui avaient pour seule arme, au-delà de leur gilet fluorescent, quelques manches de drapeaux et éventuellement quelques pavés retirés de ci, de là. On est bien loin de ces tirs de mortier auxquels doivent faire face des commissariats aujourd'hui. Le royaume du mensonge, c'est de ne jamais prendre les moyens qui existent pourtant pour terroriser ceux qui doivent l'être, les criminels, les délinquants, les voyous, les hordes de barbares. C'est ceux-là qu'il faut terroriser et on ne peut pas dire que nous n'en avons pas les moyens, puisque de façon régulière, les forces de l'ordre, sur injonction des préfectures, nous démontrent que lorsqu'il s'agit de s'en prendre aux Français de souche, au pays réel, ces moyens peuvent être déployés. Nous voyons bien que l'on nous ment dans quantité de domaines, et je reviens sur celui du coronavirus. Regardez comme des situations sont particulièrement illustratrices du mensonge. On nous dit par exemple que le masque est bon pour nous, qu'il doit être porté partout si nous le pouvons. Ce n'est pas encore obligatoire partout, mais on insiste pour dire que quand même, il faudrait que naturellement nous ayons volontairement ce souci de porter le masque. Et qu'il n'a absolument aucun critère, aucune conséquence gênante pour vous. Non, ne croyez pas les médecins qui à la télévision vous disent qu'il rend difficile la respiration, qu'il limite l'oxygène qui vous est nécessaire, qu'il contient au bout de quelques heures des germes qui sont l'occasion d'éventuelles autres épidémies comme le staphylocoque, la méningite, etc., comme ont stipulé différents spécialistes du larynx, par exemple. Mais par contre, tout d'un coup, un simple fait divers, pas si divers que ça, vient illustrer le mensonge. C'est un président de la République, Emmanuel Macron, qui, devant les caméras de télévision, s'étouffe dans son masque, au bout de quelques instants d'un discours qu'il fait devant quelques étudiants et devant les journalistes. Alors là, d'un seul coup, celui qui nous dit que « mais ça n'est absolument pas difficile de porter un masque toute la journée », en quelques instants, lui s'étouffe, doit l'enlever, doit boire et doit demander un masque plus léger. Mais le mensonge n'est-il pas apparent ? Comment pouvons-nous encore croire à ce qu'on nous dit quand c'est le premier personnage de l'État qui vient illustrer devant les caméras de télévision le mensonge d'État ? Oh, bien sûr, le coronavirus, ce sont des multiples mensonges. Ce sont des manipulations. Il ne faut pas être complotiste pour s'apercevoir que l'on nous manipule. À partir du moment où l'on constate tout simplement, et c'est un fait qui ne peut être sujet à contestation, que tous les gouvernements et tous les médias s'accordent pour prendre leurs consignes, les messages sanitaires auprès de l'Organisation mondiale de la santé. Et que cette Organisation mondiale de la santé, qui dépend de l'ONU, et dont autrefois le budget dépendait des États membres de l'ONU,
Cette OMS a aujourd'hui un budget qui n'est plus majoritairement lié aux États, mais à des financements privés. Et que le premier financement privé de l'Organisation mondiale de la santé, c'est la fondation Bill et Melinda Gates. Fondation Bill et Melinda Gates qui, comme son nom l'indique, appartient à Bill Gates et son épouse. Et que par ailleurs, il est avéré que Bill Gates est lui-même actionnaire des différentes industries pharmaceutiques qui travaillent sur le vaccin qui doit venir nous libérer du coronavirus. Quand on voit que le second financement privé de l'Organisation mondiale de la santé, c'est Big Pharma, c'est l'industrie pharmaceutique. Quand on voit que ces deux financements principaux de l'OMS sont conditionnés par des campagnes à mener sur la vaccination par l'Organisation mondiale de la santé, comment dès lors peut-on raisonnablement penser que l'Organisation mondiale de la santé, lorsqu'elle s'exprime, travaille en toute indépendance et nous délivre un véritable message scientifique pour notre bien, pour le bien commun des populations mondiales? C'est une évidence que tout cela ne tient pas à partir du moment où l'institution qui est censée être la boussole de cette analyse de la situation sanitaire est directement tributaire du principal homme d'affaires mondialiste qui est indirectement le premier bénéficiaire de la commercialisation d'un vaccin. Et ça nous ramène tout naturellement à cette phrase de Bill Gates qui est limpide. Vous ne retrouverez la liberté, vous ne retrouverez le monde d'avant qu'avec la vaccination. Donc, le message, il est clair. Nous devons, selon Bill Gates, être des esclaves dociles tant que la petite piqûre ne sera pas prête pour nous tous. Et on nous ajoute que Bill Gates est le principal financier de l'OMS, et donc on ne s'étonnera pas que l'OMS nous dise qu'effectivement, nous devons beaucoup nous inquiéter de la situation et que le vaccin est le seul moyen de nous en sortir. Je rappelle aussi que cette épidémie de coronavirus a été un révélateur de quantité de problèmes qui pourtant ont été, depuis des années, des décennies, dénoncés par le camp national, à savoir les effets du mondialisme. Quand on s'aperçoit qu'entre 70 et 80% des médicaments vendus en France sont en réalité tributaires de l'étranger, bien, naturellement, on se rend compte à quel point nous sommes devenus dépendants, alors que la France est une grande nation qui, en principe, est totalement capable de mettre en place suffisamment de laboratoires et de production de médicaments pour couvrir les besoins de sa population. Je rappelle d'ailleurs qu'autrefois, la plupart des pays d'Europe de l'Ouest utilisaient en ce genre de circonstances des laboratoires de pharmacie militaire. Autrefois, la défense, l'armée, disposait de laboratoires pharmaceutiques qui étaient en mesure de répondre à des situations d'urgence comme celle-là. Aujourd'hui, nous nous sommes mis volontairement en situation de dépendance. Je dis aujourd'hui, je dis en réalité, depuis des décennies, nous nous sommes mis en dépendance économique, mais aussi donc de santé. Et il faut cette épidémie pour s'apercevoir de l'ampleur de cette situation.
Le mondialisme, c'est bien, en réalité, l'adversaire auquel nous devons faire face dans tous ces sujets que nous recensons, que ce soit donc le coronavirus, l'immigration, que ce soit par rapport aux attaques auxquelles doit faire face la religion catholique, c'est ce mondialisme qui est le coordinateur de l'offensive. C'est derrière ce nouvel ordre mondial qu'on l'on veut nous mettre en place, ces multiples réseaux qui vont de George Soros à Jacques Attali, et qui sont là avec non seulement des moyens financiers colossaux, mais aussi des réseaux supranationaux suffisamment imposants que pour imposer leur mot d'ordre, leurs consignes à travers toutes nos nations par le biais d'une multitude de médias qu'ils contrôlent directement ou indirectement. Lorsqu'on s'aperçoit que la liste est innombrable de médias qui, d'une façon ou d'une autre, reçoivent de l'argent de la fondation de George Soros ou de la fondation de Bill et Melinda Gates ou de Big Pharma. À partir de ce moment-là, comment voulez-vous que l'on puisse attendre de ces médias qu'ils nous tiennent un message objectif, qu'ils nous informent? Ils ne nous informent pas. Ils nous désinforment, ils nous manipulent. Ce mondialisme, on voit bien qu'à travers cette épidémie de coronavirus qui nous est présentée, il s'est renforcé comme jamais. Et que l'on peut se demander jusqu'où cela ira, puisque très officiellement, là encore, le Forum économique mondial de Davos, dans sa dernière édition, a travaillé sur ce qu'il appelle le grand reset de l'économie. Mesurez bien ce que ça signifie. Le Forum économique mondial de Davos, ce n'est pas un petit club de second couteau de l'économie. Ce sont véritablement les maîtres du monde de l'économie mondiale. Et ces gens-là ont travaillé, non pas de façon occulte, non, au grand jour, pour nous annoncer que se préparait le grand reset de l'économie. Alors, comment ne pas considérer que cette épidémie de coronavirus, telle qu'elle nous est présentée, est un extraordinaire facilitateur et accélérateur de ce grand reset qui nous est annoncé. Voyez dans les effets pratiques, dans combien de pays n'a-t-on pas vu les agences bancaires fermer leurs bureaux au grand public et ne plus recevoir leurs épargnants que sur rendez-vous, donnant comme consigne de désormais faire toutes leurs opérations bancaires par phone banking, home banking, tous derrière un PC. Combien de fois n'a-t-on pas déjà entendu ces derniers mois des responsables des grandes banques nous dire que tout cela finalement confirme l'idée qu'il serait hautement souhaitable que l'argent liquide disparaisse. Que d'ailleurs, non seulement ce serait une grande facilité pour le citoyen moyen, il ne doit plus se promener avec des économies, de l'argent en poche, il ne risque donc plus, comme si c'était le souci, d'être volé, agressé, puisqu'il n'a plus d'argent en poche. Mais nous dit-on même, le billet est un vecteur potentiel de la maladie. Donc, rien ne serait plus souhaitable que de se dégager de ce moyen de transmission sale qu'est le billet de banque. Mesurez comme dans tous les domaines, jusque dans les plus petits, tout se conjugue pour nous amener à accepter ce grand reset de l'économie, mais à accepter aussi ce nouvel ordre mondial qui va jusque dans les plus petits détails. J'entendais cette semaine, dans plusieurs pays de l'Union européenne, des dits experts des questions sanitaires, des épidémiologistes,
des virologues, dire que, à l'heure actuelle, dans ce qu'ils nous appellent la seconde vague de la propagation de l'épidémie, le principal cluster, la source fondamentale de la propagation du coronavirus, tenez-vous bien, c'est la famille. C'est la famille. Désormais, même en matière de lutte contre l'épidémie de coronavirus, l'ennemi, c'est la famille. Et cela rejoint une politique permanente à laquelle nous assistons en tout domaine. L'ennemi, c'est la famille. Et donc, cela confirme d'ailleurs des mesures que l'on a entendues de la part de différents experts venant conseiller les gouvernements. C'est que si les enfants sont dans un foyer atteint du coronavirus et que la famille n'est pas en mesure de les isoler dans une chambre seule, il ne serait pas inutile que le gouvernement vienne contrôler, vérifier, constater et s'emparer de l'enfant pour l'amener dans un centre où on pourra à ce moment-là l'isoler dans de bonnes conditions. Voyez comme systématiquement, toujours sous l'apparence d'un bien naturellement, c'est toujours pour notre bien que nos libertés disparaissent de jour en jour. Mais tout est méthodiquement pensé, comme un puzzle dont chaque pièce, prise indépendamment, peut avoir l'air insignifiant. Mais lorsqu'on remet chaque pièce du puzzle côte à côte et l'on reforme l'ensemble du puzzle, on voit à quel point c'est un plan homogène, parfaitement construit, parfaitement coordonné, qui vise à nous rendre les esclaves d'un gouvernement mondial de demain. Car c'est bien de cela dont il s'agit, là aussi. C'est de nous dire que les États-nations se sont montrés incapables, chacun pris séparément, de prendre des mesures ayant permis de protéger leur population. Dès lors, quoi d'autre comme réponse que de coordonner les mesures? Et la meilleure démonstration de cette nécessité, selon ce plan, c'est d'indiquer que le seul référent valable, c'est l'Organisation mondiale de la santé. C'est une organisation supranationale qui dépend directement de l'ONU. Et que donc demain, il est absolument cohérent, logique, de mettre en place un gouvernement mondial qui, en matière sanitaire comme en matière d'économie, veillera à coordonner les efforts pour le bien de tous, naturellement. Nous voyons bien que tout cela, c'est la mise en place d'une tyrannie. Et j'utilise à bon escient le mot tyrannie et pas dictature. Je sais qu'il est de bon usage, et le mot est utilisé fréquemment, de parler de dictature sanitaire. Non, c'est une tyrannie sanitaire. Pourquoi faire cette distinction? La dictature en soi n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Je vous rappelle que, en tout cas pour Civitas, nous avons des modèles du XXe siècle, des modèles de chefs d'État qui ont défendu le bien commun de leur nation, que ce soit en Espagne avec le général Franco ou au Portugal avec Salazar. Et on peut considérer qu'il s'agissait de gouvernements de dictature. Mais ces gouvernements de dictature ont beaucoup plus servi le bien commun de leur population que ce que l'on nous présente aujourd'hui comme des démocraties libérales comme la République française. Non, en vérité, le problème, c'est la tyrannie. C'est que nous avons affaire à des tyrans respectifs, en France avec Emmanuel Macron et son gouvernement, mais plus largement de façon supranationale. Le tyran, lui, n'a jamais le souci du bien commun. Il veut mettre en place une privation des libertés contre le peuple, contre le pays réel, contre le bien de son pays. C'est à cela que nous avons affaire. Et cette tyrannie
Elle prend prétexte donc la lutte contre l'épidémie de coronavirus pour justifier toute une série de mesures d'exception scandaleuses, de décrets iniques, de lois mortifères. Fini les réunions publiques, nous en sommes les témoins aujourd'hui, fini les réunions publiques de grande, mais même de moyenne envergure. Aujourd'hui, il est pratiquement rendu impossible sur tout le territoire français d'organiser des réunions d'information. Fini les manifestations de rue. Fini donc, en fait, toute opposition organisée, visible, à ces mesures tyranniques dans quelque domaine que ce soit, qu'il s'agisse de questions sanitaires, de questions sociales, de questions économiques, de questions migratoires, de questions sécuritaires. Il nous est désormais rendu impossible de protester contre les mesures d'exception prises par cette tyrannie. On voit que l'appauvrissement généralisé est organisé, l'appauvrissement du pays réel est planifié. Les mesures que l'on prend sous prétexte de lutter contre l'épidémie de coronavirus et qui, en fait, étranglent les cafés, les restaurants, les bars, les petits commerces, c'est en fait l'étranglement de la classe moyenne. Mais en parallèle, on voit bien que le supermarché, la multinationale, n'est jamais l'objet de tout cela. La haute finance, elle n'est absolument pas affectée par l'épidémie de coronavirus. Au contraire, lorsque l'on observe et que l'on compare les chiffres des bénéfices des derniers mois, la plupart des multinationales, des chaînes de supermarchés, bien sûr tous les groupes de vente en ligne, font de plantureux bénéfices, augmentent considérablement leurs bénéfices depuis que le coronavirus nous tourmente. C'est la classe moyenne, c'est le petit commerçant qui, lui, est étranglé. C'est la haute finance qui, elle, s'en sort les poches encore plus pleines. Nous voyons que tout cela sert à toute une série de lois d'exception qui ne peuvent raisonnablement pas être considérées comme contribuant d'une façon ou d'une autre à nous sortir de cette épidémie. Quand M. Olivier Véran, ministre de la Santé, dit à l'Assemblée nationale qu'en ces temps d'épidémie de coronavirus, il faut encourager et faciliter l'avortement, il faudra quand même m'expliquer en quoi le fait pour une femme d'avorter vient l'aider à combattre l'épidémie de coronavirus. Comment peut-on considérer qu'il n'y a pas d'autre priorité pour l'Assemblée nationale que de voter une loi qui vient permettre l'avortement jusqu'à 14 semaines de grossesse? Comment peut-on considérer que si la situation sanitaire est aussi grave qu'on nous le dit, si les lits manquent, si l'on va bientôt entasser les cadavres dans nos rues, comme on pourrait presque nous le faire sentir lorsqu'on écoute jour après jour, matin, midi et soir, les médias, comment se fait-il alors que la priorité des priorités de l'Assemblée nationale, c'est de voter le passage de la limitation de l'avortement de 12 à 14 semaines. Ils n'ont donc pas autre chose à faire pour lutter contre le coronavirus? Comment se fait-il que dans cette période si cataclysmique, l'Assemblée nationale se focalise sur une loi de bioéthique, se mettent comme priorité supplémentaire la PMA, la GPA? Comment se fait-il que, en dehors de ce qu'ils appellent l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, ils ajoutent l'IMG, l'interruption médicale de grossesse, autorisée non pas par la loi, mais par mesure d'exception gouvernementale durant l'état d'urgence sanitaire,
le droit d'avorter jusqu'au 9e mois de grossesse, donc jusqu'au dernier jour de grossesse, en cas de problèmes psychosociaux. Ce qui est en fait une terminologie qui permet n'importe quelle interprétation. Pensez donc. Bien sûr, l'avortement en soi est un infanticide, à quelque stade qu'il s'agisse. Mais là, au 9e mois de grossesse, réalisez-vous comment on retire du ventre d'une femme l'enfant qu'elle porte. Si cela, ce n'est pas un infanticide, si cela, ce n'est pas une barbarie, qu'est-ce que c'est? Et comment est-il possible que dans un pays qui se dit civilisé, des parlementaires acceptent cela? Qu'il n'y ait aucune levée de bouclier? Pire encore, comment est-il possible dans un pays qui se dit civilisé que quand de telles horreurs sont présentées en Assemblée nationale, les bancs soient déserts? Que ce soit simplement quelques poignées de parlementaires qui se trouvent encore présents à l'heure du vote? Est-il donc à ce point audacieux de demander à ces gens, payés quand même considérablement plus qu'un ouvrier français, qu'un paysan français, qu'un commerçant français, d'avoir la décence d'être présent au moment du vote, lorsqu'on décide du sort, de l'avenir de la France, c'est-à-dire des petits que portent les femmes dans leur ventre? Comment en est-on arrivé là? Comment peut-on penser que, en cette situation de coronavirus, il n'y ait pas d'autre priorité que de venir nous parler de la nécessité de mettre fin à l'instruction à domicile et aux écoles hors contrat? Est-il compréhensible que le président de la République nous parle de la lutte contre le séparatisme? Comment est-il possible que l'on tente de nous faire croire que pour lutter contre ce qu'on appelle un séparatisme islamique, la mesure première consiste à mettre fin à l'instruction à domicile, ce qu'on appelle communément l'école à la maison, et au contrôle renforcé des écoles hors contrat? Soyons sérieux. Si l'on observe les auteurs des attentats islamiques des dernières années, aucun, pas un seul, n'est issu soit de l'école à la maison, soit d'une école hors contrat. Non, généralement, si les auteurs des attentats islamiques sont nés en France et ont été scolarisés en France, mais ils sont issus de cette école de la République dont on nous dit qu'elle est le moyen unique de former les bonnes consciences. C'est donc bien l'école de la République qui serait génératrice de séparatisme islamique et non pas l'école hors contrat ou l'instruction à domicile. Non, en vérité, là encore, soyons sérieux, le séparatisme, c'est le gouvernement qui l'organise. Le séparatisme, c'est M. Macron qui le met en place. Parce qu'à travers cette mesure contre l'école à la maison et l'école hors contrat, c'est un plan qui ne vise pas à s'en prendre à la population islamique, mais à la population catholique avant tout. Et c'est tout simplement cette idée maîtresse que la République doit contrôler, formater vos enfants. C'est tout simplement la concrétisation du plan des loges maçonniques qui, depuis des décennies, explique que l'éducation nationale est le vecteur principal
de la pensée révolutionnaire au sein de la population. Ce n'est pas quelque chose d'impossible à vérifier que je vous dis là. Au contraire, encore une fois, c'est très facile. Lisez le livre de Vincent Peillon sur l'école de la République. Monsieur Vincent Peillon a été ministre de l'Éducation nationale sous François Hollande. Il est un franc-maçon notoire et il ne fait pas mystère dans son ouvrage du fait que l'école de la République doit avoir pour objectif de formater les enfants, mais plus encore, de redéfinir Dieu et la religion. Le message, il est très clair de la part de Vincent Peillon. C'est un combat contre Dieu, pas contre n'importe quel Dieu, contre le Dieu des catholiques, le seul vrai Dieu. Ce n'est pas un combat contre tous les croyants, c'est un combat contre l'Église catholique que professe Vincent Peillon dans son ouvrage. Et ce que réalise Emmanuel Macron avec le projet de loi qui doit être présenté le 9 décembre à l'Assemblée nationale, c'est la mise en place du plan des loges maçonniques pour s'emparer des enfants français et formater leur cerveau aux soi-disant valeurs républicaines. Alors, je ne peux m'arrêter, je ne peux continuer cette intervention sans devoir souligner la responsabilité des catholiques, de façon générale, et plus précisément du clergé catholique. Parce que voyez-vous, à force d'avoir laissé courir l'idée que la politique était dégoûtante et que les catholiques n'avaient pas à y plonger les mains, eh bien nous avons laissé la politique au dégoûtant. Nous avons aujourd'hui des assemblées politiques uniquement composées de dégoûtants, puisque les honnêtes catholiques ont considéré que c'était sale la politique. Et que lorsque des catholiques voulaient s'engager sur le terrain politique, il se trouvait quand même une majorité d'électeurs catholiques pour détourner le regard, et de prêtres et d'évêques pour dire « ce n'est pas notre affaire, nous ne faisons pas de politique ». Mais le résultat, il est là. Le résultat, il est là, et il est logique, et il est cohérent. S'il n'y a pas de catholiques en politique, s'il n'y a pas de catholiques députés, s'il n'y a pas de catholiques ministres, s'il n'y a pas de catholiques maires, eh bien, il n'y a que des adversaires des catholiques au pouvoir, à tous les niveaux. Et il ne faut pas alors s'étonner que toutes les lois viennent frontalement attaquer l'Église catholique, la pensée catholique, les dogmes catholiques. C'est logique, c'est cohérent, et c'est donc la responsabilité directe et des électeurs catholiques, et des prêtres, et des évêques qui n'ont pas considéré nécessaire de sensibiliser leurs fidèles à cette mission. Non, la politique n'est pas intrinsèquement quelque chose de sale, de compromettant. Bien sûr, comme l'a souligné Hugues Petit tout à l'heure et confirmé Bruno Gollnisch, aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est corrupteur, c'est tentateur. Mais précisément, c'est là que l'engagement des catholiques en politique doit faire la différence. C'est que des catholiques bien formés, des catholiques vertueux, des catholiques aidés par des aumôniers, des catholiques qui ont une vie intérieure profonde, des catholiques qui maintiennent cette volonté d'agir pour le bien commun.
peuvent à ce moment-là rompre complètement avec le mode de fonctionnement de nos institutions actuelles. Et ce n'est pas utopique, ce que je vous présente là. En d'autres pays, en d'autres temps, cela a existé. Pensons à García Moreno en Équateur. Ce ne fut pas un simple conseiller municipal d'opposition, ce fut le président de la République d'Équateur. Ce catholique vertueux, ayant une vie intérieure exceptionnelle, ayant le souci permanent de se former, ayant un souci extrêmement scrupuleux de bien agir conformément aux lois de l'Église, a occupé le premier poste de la vie politique de son pays. Il a conquis tous les échelons. Il a redressé ce pays qui était dans le marasme économique. Il a mené ses troupes au combat lorsque des agressions venaient des frontières adjacentes. Il a été un exemple de modèle politique, de chef politique catholique. On me dira, c'est l'Amérique latine, c'est loin, c'est le 19e siècle. Bon, soit. Mais le 20e siècle n'est pas exempt d'exemples auxquels nous pouvons nous référer. Encore une fois, soulignons, et je veux assumer mes positions. En France, il s'est trouvé une politique d'État français, conduite par un maréchal qui a rompu avec les forces maçonniques qui gouvernaient. En Espagne, le général Franco a fait face à la subversion révolutionnaire et a ensuite protégé son pays durant plusieurs décennies de la révolution et de la subversion. Au Portugal, le président du Conseil, Salazar, a veillé au bien commun de sa population durant plusieurs décennies et a empêché durant plusieurs décennies les spéculateurs de venir s'emparer des biens et des terres des Portugais. Ce n'est pas impossible. Ça demande simplement que les catholiques reprennent leur devoir en matière politique. Et vous avez ce devoir. Vous devez être les personnes qui vont installer la continuité par rapport à ces grands modèles. Vous devez vraiment avoir ce souci de faire face à l'adversité et être des modèles catholiques en politique. Alors bien sûr, nous ne sommes pas, même si nous devons tendre vers cela, nous ne sommes pas des modèles de sainteté. Et donc, en ces temps de grande corruption, les difficultés sont innombrables. Mais nous devons avoir cette audace de rompre avec ce système, d'être intransigeants face à ce système. Mais pour cela, vraiment, il faut que nous répétions à leur face, à ces évêques, à ces prêtres, à ces catholiques modérés, que si nous sommes dans ce marasme, c'est en grande partie de leur faute. Qu'il ne sert à rien d'organiser des manifestations avec des flonflons musicaux contre la PMA et la GPA si préalablement on ne fait pas ce qui est nécessaire pour qu'à l'Assemblée nationale il y ait des députés catholiques. Non. Lorsqu'il n'y a pas de parlementaires catholiques, lorsqu'il n'y a pas de sénateurs catholiques, eh bien, nous avons les lois conformes à ceux qui nous dirigent. Alors, je veux en revenir pour conclure à ces symboles qui m'entourent et qui doivent illustrer notre réponse à cette phrase qui était le mot d'ordre de la journée, la vérité vous rendra libre. Il y a ce buste de Saint Louis et
il vient illustrer, ce roi Saint-Louis, à quel point il y a moyen d'être un chef d'État catholique qui fait face à toutes les adversités, prend tous les risques pour être fidèle à sa foi, à son devoir d'État, à son devoir de perpétuer le bien des Français, le bien des Francs, et à sa fidélité à la parole donnée. Voilà un roi qui a mené ses troupes à la croisade. Pensez à quel point il est aujourd'hui inimaginable qu'un chef d'État sorte des ors de ses palais présidentiels pour accepter les risques de la guerre et être au milieu de ses soldats et être au milieu d'eux même dans la bataille et accepter leur vie éprouvante et accepter l'emprisonnement comme il l'a accepté. Pensez à quel point nous en sommes loin de cela. Mais cela a existé. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas un modèle désincarné. Ce roi de France a été un chef d'État qui avait véritablement le souci de son peuple, le souci des Francs, et qui a su être au milieu d'eux jusqu'à l'heure de la bataille. Pensez à cette Sainte Jeanne d'Arc. C'est une humble jeune fille, Bruno Gollnisch en a parlé avec brio, et elle doit parler à chacun d'entre vous. Quand vous vous demandez si vous avez des talents, des compétences qui vous permettent de vous engager dans le combat de Civitas. J'entends fréquemment cette interrogation, mais que puis-je faire? Nous avons l'impression d'avoir face à nous un rouleau compresseur et d'être des fétus de paille pour nous dresser devant ce rouleau compresseur. Et nous avons le sentiment que nous ne sommes pas préparés à cela, que nous n'avons aucune des vertus indispensables pour être héroïques et efficaces dans cette bataille. Nous ne sommes pas prédisposés, nous sommes faibles. Mais justement, à cette heure où vous vous posez ces questions, regardez cette jeune fille. C'était une humble jeune fille. Elle n'avait rien qui la prédisposait à jouer ce rôle exceptionnel dans l'histoire de France. Elle était dans une famille qui n'était pas extrêmement pauvre, mais qui n'était pas riche. Elle n'avait bien sûr aucune formation militaire. Elle n'avait bien sûr aucune formation politique. Elle avait la foi. Elle avait la foi suffisamment enracinée pour accepter même une mission qui pouvait sembler folle, absurde. Comment elle, cette petite jeune fille de 16 ans, lorsque ses premières apparitions lui viennent, comment elle, cette petite jeune fille de 16 ans, pourrait, selon les mots prononcés lors des apparitions qui lui sont offertes, changer le cours du royaume de France. Eh bien, demandez-vous quel est le rôle que Dieu attend de vous, de chacun d'entre vous. Oh, bien sûr, je ne vous demande pas d'imaginer que vous serez la nouvelle Jeanne d'Arc de ces temps confus. Mais en tout cas, dites-vous que même avec vos faiblesses, vos manques, vos défauts, vous avez un rôle à jouer, que Dieu attend quelque chose de vous et que vous ne pouvez pas vous défiler. Autant cette jeune fille, elle avait la foi ardente, autant fallait-il qu'elle accepte jusqu'au sacrifice de sa vie.
La vérité vous rendra libre. Sa liberté à elle fut d'être fidèle à Dieu jusque sur le bûcher. Mais elle a joué un rôle exceptionnel dans l'histoire de France. Et nous, soyons honnêtes, ce que Dieu nous demande aujourd'hui, à l'heure présente, c'est infiniment peu par rapport au sacrifice de cette jeune fille. C'est infiniment ridicule en comparaison du sacrifice exceptionnel de Sainte Jeanne d'Arc. Ce que l'on nous demande, c'est une fidélité qui nécessite quelques sacrifices, oui bien sûr, quelques risques, oui bien sûr. D'aller peut-être jusqu'à la bagarre, oui bien sûr. D'aller peut-être risquer quelques amendes, oui bien sûr. D'aller peut-être comme Hervé Rissen jusqu'en cellule, oui bien sûr. Mais soyons sérieux, ce n'est toujours rien par rapport au sacrifice ultime auquel ont consenti tant de catholiques durant des siècles à travers les continents, en modèle auquel nous devons nous référer. Un autre symbole qui m'entoure, c'est ce drapeau français frappé du Sacré-Cœur. Ce n'est pas n'importe quel drapeau, c'est, bien sûr, premier élément, il est frappé du Sacré-Cœur, et c'est l'espoir et le salut de la France qui est ainsi mis en évidence. Il passe par le Sacré-Cœur. Mais ce drapeau-là, il est taché. Il est taché, il porte les stigmates des tirs de grenades lacrymogènes lorsque Thibaut a valeureusement porté ce drapeau des semaines durant à travers les manifestations des Gilets jaunes. Eh bien, voyez-vous, ce symbole-là, je veux aussi vous le mettre en exemple. C'est-à-dire que, bien sûr, les Gilets jaunes, nous avons vu à quel point c'était un mouvement qui, petit à petit, a partiellement dévié, été récupéré, l'extrême gauche s'y est infiltrée. Nous avons vu vraiment comment même la France insoumise, maintenant, y est maîtresse, sans parler des milices d'extrême gauche, Antifa, etc. Mais voyez-vous, parmi les militants de Civitas, certains, et je veux les en remercier et les en féliciter publiquement, ont eu ce courage, cette audace, d'aller aux premières heures de cette mobilisation, durant plusieurs semaines, se mêler à ce qui était le pays réel, c'est-à-dire la révolte des petits, la révolte des Français appauvris, opprimés, légitimement révoltés, et que ces militants de Civitas n'y ont pas été n'importe comment, ils y ont porté ce drapeau. Et en y portant ce drapeau, ils y ont porté un témoignage de foi, un témoignage public du fait que les catholiques, ne sont pas insensibles à cette mobilisation. Hélas, je pourrais dire qu'ils l'ont été trop. Parce qu'encore une fois, si les catholiques ne se sentaient pas à ce point écœurés par la politique, s'ils ne la considéraient pas sale, il aurait fallu qu'ils s'emparent de la mobilisation des Gilets jaunes, qu'ils s'en emparent pour l'orienter, et pour l'orienter de telle façon que le pays réel perçoive bien que le salut est dans le retour à la France catholique. Oh, bien sûr, pas la France catholique telle qu'on nous l'enseigne à l'heure actuelle sur le trône pontifical, en nous vantant les mérites
du mondialisme, de l'OMS, de l'immigration massive et du grand remplacement. Mais que le vrai salut, il est dans l'enseignement catholique tel qu'il a été professé durant près de 2000 ans, qu'il passe par le retour du Christ roi, que la France, fille aînée de l'Église, a une mission particulière et que le salut, c'est bien par le Sacré-Cœur qu'il viendra pour restaurer le Christ roi. Enfin, le dernier symbole, c'est cette banderole. Christus Rex. Double symbole pour moi. Premier symbole, bien sûr, il saute aux yeux, il est évident, Christus Rex, Christ roi. Civitas se bat pour le Christ roi. Et nous ne le répéterons jamais assez, et nous devons aussi, avec beaucoup de pédagogie, de plus en plus expliquer ce que cela signifie aux Français dans un temps de déchristianisation où pour beaucoup, c'est un message qui n'est pas clair. Dire que nous voulons le Christ roi, dire que nous voulons son règne, c'est vrai que si nous interrogeons par un micro-trottoir sur les Champs-Élysées une centaine de personnes pour leur demander ce que cela signifie, je pense que nos aumôniers tomberaient des nues, tant l'incompréhension serait majoritaire. Et donc, tout ce qui semblait autrefois limpide, évident, il faut bien se mettre en tête qu'aujourd'hui, nous devons le réexpliquer comme à des petits-enfants au catéchisme. Mais Christus Rex, puisque Léon-Pierre Durin, notre secrétaire général, ce matin vous a rappelé mes origines belges, Christus Rex, pour moi, c'est aussi, bien sûr, une référence à un mouvement précédé d'une maison d'édition dirigée par un certain Léon de Grelle. Les éditions Christus Rex ont été fondées par l'Église de Belgique, par les évêques, et leur direction avait été confiée à un certain Léon de Grelle. Et Léon de Grelle en a fait une machine de guerre, une maison un groupe de presse extrêmement offensif pour défendre la foi catholique. Et c'est de cette maison d'édition qui s'appelait Christus Rex qu'est né ensuite le mouvement politique Rex. Et ce mouvement politique Rex, on ne le dira jamais assez, on ne peut pas en comprendre les objectifs si l'on ne sait pas que l'intention déclarée de Léon de Grelle était que ce mouvement concrétise dans la vie politique belge l'encyclique Quas Primas. Et que le mouvement politique rexiste avait pour sainte patronne Sainte Thérèse de Lisieux, et que ce mouvement politique ouvrait ses meetings systématiquement par un père dominicain qui y faisait le premier mot d'introduction. Vous voyez que de similitudes avec le mode de fonctionnement de Civitas aujourd'hui. Donc voyez-vous, bien, ces symboles qui m'entourent aujourd'hui lorsque je vous parle, ils illustrent pour moi ce principe, la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire que si l'on observe chacun, de Saint-Louis à Sainte-Jeanne d'Arc, de ce drapeau entaché des stigmates des gaz lacrymogènes à cette petite indication libérée Ricenne, en passant par cette banderole Christus Rex, chacun de ces symboles est marqué par l'épreuve.
À aucun moment, ces symboles ne vous laissent penser que le combat catholique, c'est un chemin tranquille et confortable, que vous y allez trouver un épanouissement dans le matérialisme ambiant. Non. Chacun de ces symboles est marqué par le prix de l'épreuve, par le prix du sacrifice, par la fidélité aussi. La fidélité, la générosité dans la fidélité. Que notre honneur soit fidélité, la Légion étrangère, bien sûr, le hisse comme devise, et nous, catholiques de tradition, allons-nous, oui ou non, être fidèles? Fidèles à ces modèles, fidèles aux enseignements de l'Église, fidèles à notre devoir devant Dieu, de nous battre sans souci de la victoire, de nous battre parce que c'est notre devoir, de nous battre parce que, à notre heure dernière, au jugement dernier, nous devrons dire, quoi qu'il nous a coûté, quelles que soient les difficultés, nous avons tenu, nous avons fait, devant Dieu, à la grâce de Dieu, ce que nous avons pu. Merci à vous.